Bonjour et merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous aujourd'hui pour Bonjour. l'ouverture du programme Shift Lab, qui est un programme de 3 ans qui vise à faire converger business et impact dans les business models. On va plutôt fonctionner en mode question-réponse, si ça vous va. On en a quelques-unes. Peut-être de façon générale, que vous évoque aujourd'hui la notion d'impact à l'échelle des entreprises et dans quelle mesure, selon vous, les enjeux sociaux et environnementaux peuvent être des leviers d'innovation, d'une part, et des relais de croissance pour les entreprises. Je pense que c'est un des grands défis des entreprises qui est devant elles. Je pense qu'il est... on le voit à quel point le sujet de la question du sens, la question de l'impact, la question d'une évolution du capitalisme et du libéralisme est au cœur des débats qu'on a actuellement. Et avec une tension entre la volonté de régulation qui est indispensable et des interrogations sur est-ce que les entreprises, est-ce que l'économie, est-ce que le libéralisme lui-même peut évoluer tout seul vers la prise en compte de ces impacts et de ces externalités positives et négatives. Ce que je pense, c'est que c'est une question de survie quelque part. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des grandes tensions qui traversent la société. La montée d'une impatience et d'une exigence sur la question environnementale, notamment, mais sur la question de l'impact en règle générale, et le risque de fracture économique, mais aussi démocratique, absolument majeur, si on n'est pas capable de réconcilier ces deux notions, à la fois d'économie et d'impact. C'est un mouvement à inertie lente, mais comme toute inertie, quand elle prend de l'accélération, c'est assez grave. Et donc je pense que c'est vrai sur la question du progrès, c'est vrai sur la question de l'impact, c'est vrai sur la question du capitalisme en règle générale. S'il n'est pas capable de se transformer lui-même, ou en tout cas d'intégrer dans les données qui le sous-tendent un certain nombre d'éléments, alors il se met en danger parce qu'il y aura des révoltes démocratiques ou en tout cas des mouvements sociaux extrêmement forts. On le voit à travers, il n'y a pas que ça, mais c'est en partie ça, la question des votes aux dernières élections, les positionnements des jeunes, même les gilets jaunes d'une certaine manière, fait que cette question du monde tel qu'il va est posée de manière extrêmement forte. Et je pense par ailleurs, au passage, que c'est une exigence pour les entreprises elles-mêmes à plus court terme, et que même leur intérêt bien compris est de l'intégrer pour une raison simple, c'est que on le voit, enfin moi je discutais même avec des gens dans la finance, la demande aujourd'hui des jeunes pour dans le recrutement, est de donner du sens à ce qu'ils font. Ce qui d'ailleurs fait en partie la force de certaines entreprises et de certaines startups qui pensent leur impact dès le début. Mais voilà, c'est dans l'intérêt bien compris des entreprises aussi d'intégrer cette notion d'impact, à la fois des entreprises qui sont avec ce débat éternel sur for impact ou with impact, mais particulièrement celles qui veulent être with impact. Puis celles qui ont à opérer des transitions, parce qu'elles n'y étaient pas à la source, mais elles sont évoluées. Peut-être deuxième point, pour être encore plus précis sur la question notamment vous parliez de l'environnement et de l'impact environnemental. Vous avez annoncé la semaine dernière avec Barbara Pompilier et Bruno Le Maire une feuille de route visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de façon concrète, à la fois sur quelles sont ces mesures, qui elles visent, ce qui va être mis en place, pour qu'ici, tous, on puisse y voir clair sur ce sujet? Alors, la question du numérique et de l'environnement, elle est très intéressante à divers titres. Déjà, il faut se rendre compte que l'impact environnemental du numérique, si on prend aux bornes du numérique, c'est à peu près le même que celui de l'aérien. Donc ce n'est pas négligeable, c'est de l'ordre entre 4 et 10%, ce sont toujours des quantifications qui sont compliquées. Elle est intéressante parce qu'elle est emblématique des interactions entre innovation et environnement. C'est-à-dire que si on prend l'impact environnemental du numérique aux bornes de sa propre consommation, c'est-à-dire les terres rares, les métaux rares, la consommation de bande passante, évidemment il augmente compte tenu de l'augmentation des usages. Mais si on prend l'impact du numérique aux bornes de ses externalités totales, c'est-à-dire des nouveaux usages qu'il va permettre, de ce que ça va permettre dans la transition environnementale, dans la logistique, dans les transports, dans l'agriculture, alors il est probable, mais c'est difficile à quantifier, il est même très probable que le numérique soit largement
positif en termes de transition environnementale. Si on prend un exemple très concret qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est assez illustratif, c'est la question de la visio. Bien sûr que dans les derniers mois, la consommation d'énergie de la visio a explosé. Et en même temps, si on le met en face des déplacements en voiture ou en avion qui ont été évités, bien évidemment qu'on a intérêt à ce que la visio, ça consomme plus. Ce qui nécessite plusieurs choses. D'abord, c'est de mesurer. En fait, aujourd'hui, on connaît assez mal, ne serait-ce que la consommation d'énergie aux bornes du numérique lui-même. Quand je vous dis entre 4 et 10%, c'est énorme comme marge d'appréciation. Et donc, le premier élément, c'est des travaux académiques, des travaux de spécialistes qu'on doit mener et qu'on va mener sur la question de la mesure de l'impact du numérique. Dans le cadre plus spécifique de la 5G qui agite beaucoup les esprits, on a demandé par exemple à l'ADEME et à l'ARCEP de nous donner une mesure aux bornes juste des antennes de combien ça consomme, combien ça consommerait plus et comment on fait pour mieux maîtriser. Ça n'épuise pas le sujet parce que ça n'épuise pas le sujet des externalités positives, mais c'est absolument indispensable. Ensuite, quand on parle de numérique et environnement, il faut savoir qu'on se concentre beaucoup sur la consommation de vidéos, sur le streaming, etc., mais que ça compte pour assez peu en fait. Le vrai sujet de numérique et environnement, c'est le sujet de l'obsolescence programmée. À 80%, l'impact environnemental du numérique, ce sont les téléphones, les ordinateurs et tous ces appareils, notamment les téléphones. Il faut savoir que les Français changent leur téléphone tous les 2 ou 5 ans. Et le vrai impact, c'est celui-ci. Et donc on doit travailler sur l'allongement de la durée de vie des appareils. C'est tout le travail que nous menons, qui a déjà été mené il y a quelques mois à travers la loi sur l'économie circulaire, sur les indices de réparabilité, sur l'obligation de mise à disposition des pièces détachées dans un certain temps. C'est la question de la captation, en tout cas des circuits fermés aujourd'hui des pièces détachées, parce que très souvent les producteurs les revendent extrêmement cher et ont un intérêt bien compris à faire en sorte que vous changiez de téléphone tous les 2 ans. C'est la question, donc c'est pour ça qu'on a lancé une enquête de la DGCCRF, donc de la Direction Générale de la Répression des Fraudes, pour vérifier que le marché fonctionne bien et qu'il n'y a pas de barrière indue. Et puis on finance un certain nombre de fonds qui doivent permettre de développer cette économie du reconditionnement et du recyclage, qui est encore largement insuffisamment développée dans notre pays. La question de l'impact environnemental du numérique, elle ne dépassera pas le fait qu'on doit allonger la durée de vie des objets. Ensuite, il y a un certain nombre de sujets sur... on a annoncé qu'on ferait une éco-conditionnalité des tarifs d'électricité sur les data centers, des choses comme ça, parce qu'il y a aussi 20% de l'impact qui est lié aux vidéos qu'on regarde. Mais voilà, il faut commencer par le vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est pas les infrastructures, c'est pas la bande passante, c'est pas la 5G, c'est les téléphones et les ordinateurs. Okay. On parle beaucoup d'enjeux environnementaux, c'est bien normal. Dans le contexte actuel, c'est un enjeu qui est majeur. Mais l'impact, c'est aussi d'être en capacité à répondre et à résoudre des grands enjeux sociaux, sociétaux, que ce soit liés à la santé, à l'éducation, à l'emploi, l'inclusion, le vieillissement de la population et son impact. Et donc, avec l'enjeu de toujours trouver plus de modèles économiques à la fois performants, efficaces, qui tournent, et soutenables, qui permettent de soutenir aussi ces enjeux sociaux. Alors, vous êtes chargé de la transition numérique. Comment est-ce que vous voyez finalement l'apport de ce secteur pour résoudre, accompagner, soutenir en fait ces très grands enjeux de société sous l'angle, là je prends plus social? Je pense que cette question elle est essentielle parce qu'il y a une relation au numérique et au progrès qui est compliquée en ce moment, enfin en tout cas il y a un certain nombre de débats, et il y a une tentation d'une partie de la population de dire ça va trop vite, il faut qu'on arrête. Et on peut comprendre cette perception de, en fait, il y a un progrès qui va trop vite, une consommation qui va trop vite. Le problème, c'est qu'on a par ailleurs des défis sociaux et sociétaux qui sont absolument extraordinaires. On prend par exemple la question du vieillissement, la question du déplacement, la question des enclavements sociaux. Et que la vérité, c'est que pour ces personnes-là, pour ces problèmes-là, c'est pas que ça va trop vite et ça s'arrête. C'est que ça n'a jamais bougé et qu'il faut que ça aille plus vite. Et qu'on ne sait pas résoudre ces sujets sans l'apport de l'innovation et du numérique. C'est qu'on a besoin de solutions sur la question de la télémédecine, sur la question du transport individualisé, sur la question du soin, sur la question de la logistique, sur la question de l'agriculture. On a absolument besoin d'innovation. Parce que, et c'est l'histoire économique et sociale de l'humanité, on ne sait pas, on le sait, mais on ne sait pas faire du progrès social sans gain de productivité et sans innovation. Sinon,
en fait, il ne faut pas croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes et on ne saura pas résoudre ces problèmes sociaux et sociétaux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre, on a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans ce secteur, qui visent à répondre à ces enjeux sociaux et sociétaux. La difficulté, c'est de faire pivoter notre modèle de financement, notre modèle social, d'un élément qui est assez simple, très étatique, très fondé sur l'intervention de l'administration, très égalitaire, à un sujet qui s'adapte au numérique, qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus fondé sur des perspectives individuelles, d'individualisation des prestations et de réponse à un certain nombre de caractéristiques de chaque personne pour éviter, pour faire en sorte qu'on soit plus vers l'équité que vers l'égalité. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que, et ça illustre d'ailleurs en partie certains des débats qui traversent notre société au sujet du numérique, c'est que je pense que le sujet du numérique, c'est vraiment un sujet de transition. Il y a deux transitions qui viennent percuter notre société, qui sont l'environnement et le numérique. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, dans la vie des gens, le numérique, c'est beaucoup plus disruptant que l'environnement. Parce que l'environnement, dans ce qu'on vit de tous les jours, au-delà de la crainte qu'on peut avoir pour nos enfants et du fait que la température augmente un peu en été, le numérique, c'est la modification des métiers. Quand vous êtes dans une ville moyenne, c'est la fermeture des petits commerces et tout le monde qui commande sur Amazon. C'est la modification des relations sociales. C'est l'administration que vous avez de moins en moins physique et de plus en plus en ligne. Et quand il y a un Français sur 6 ou un Français sur 5 qui ne sait pas servir d'un ordinateur, c'est un sentiment d'abandon qui est très fort. Et donc, il faut réussir cette transition. Et le numérique est vraiment, comme disait Bernard Stiegler, un pharmacon, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un remède et à la fois il y a une solution. Mais pour réussir cette transition, on a besoin, de ne pas concevoir le numérique comme l'aboutissement de toute chose, ce n'est pas une fin, c'est un moyen qui doit être systématiquement accompagné d'humains. Mais deux, à l'inverse, le prendre en disant il y a trop de numérique, il faut arrêter, me semble être, en fait, se tromper assez lourdement sur la question de comment on peut résoudre les problèmes sociaux de notre temps. Et puis il y a tout un mouvement aussi d'acteurs tech d'intérêt général qui cherchent à accélérer ces grandes transitions par de l'innovation, de services, de solutions, en mode plateforme, en intégrant tous les acteurs, etc. Mais quand on prend, moi je trouve que ce qui est très intéressant à travers par exemple de Phoenix ou un certain nombre de ces acteurs-là, je ne sais pas si Jean est dans la salle, mais c'est que ça montre qu'on peut allier cette question du business model et cette question de l'impact. Et ça montre que, et je pense que c'est très intéressant parce que c'est à l'échelle. Et d'ailleurs, c'est tout le fond du sujet. Très souvent, on a des trucs super, mais qui ont du mal à passer à l'échelle. Et je pense que tout l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est de faire passer ces business models à l'échelle. L'État a une responsabilité dans la manière dont il alloue ses crédits, dans la manière dont il fonctionne, l'administration fonctionne. Là, vous êtes au cœur, vous touchez exactement le cœur du programme Shift Lab, le programme de 3 ans là, qu'on lance aujourd'hui, puisque l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'au-delà des innovations de services, de solutions, des modèles en plateforme qu'on développe, on passe à l'échelle grâce à des business models efficaces et soutenables, et ça nous permet comme ça justement de passer à l'échelle sur tous ces grands sujets de société. Et d'ailleurs, quand vous êtes arrivés, Rudy et Thierry présentaient, on va dire, une enquête exploratoire qu'on a initiée pour aller identifier, détecter des initiatives remarquables d'un certain nombre d'acteurs en France, à l'international, à la fois de gens natifs qui cherchent à faire converger business et impact, mais aussi de gens qui opèrent des pivots, qui étaient dans une économie plus traditionnelle et qui sont en train de pivoter. Il en ressort quand même de façon importante un réel besoin de créer des référentiels communs, d'accompagner les acteurs économiques dans cette transition, d'engager aussi des dynamiques collectives, mais la question des référentiels est souvent quelque chose qui revient de façon importante. Selon vous, pour accompagner ce mouvement-là, quel rôle peut jouer un acteur comme l'État, des gens comme vous, pour pouvoir accompagner tout ce mouvement de ces acteurs? Alors, je pense que l'État a un grand rôle à jouer, particulièrement en France, où, malgré tout ce qu'on peut dire, on a quand même une relation assez particulière à l'État. Je pense que son action, elle est ambivalente, c'est-à-dire que l'État ne sait pas lui-même changer changer les business models et être à l'initiative du changement. On est trop gros, on est trop lent. Et c'est le cas de toutes les grandes structures. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé dans un grand groupe, c'est toujours compliqué. Et donc,
on doit à la fois permettre aux innovations d'émerger, sans les fragiliser, en faisant en sorte qu'il y ait l'écosystème pour que ça émerge. Et ensuite, je pense que le fond du sujet, c'est un sujet de tiers de confiance, c'est un sujet de référentiel. C'est-à-dire, quand on réfléchit par exemple à la question de la qualification, à la question des référentiels environnementaux, il faut être capable, et je pense qu'on en a besoin particulièrement en France, d'identifier un certain nombre d'actions qui sont extrêmement intéressantes et qui posent les bases d'un nouveau référentiel ou qui posent les bases d'un standard, pour ensuite mener une concertation et le déployer partout. Éventuellement, demain, en faire une obligation. Mais avant que ce soit même une obligation, je pense qu'il y a une nécessité de faire, d'engager le dialogue et qu'il y ait une transition de la société. C'est pas anodin pour l'État en termes, et même pour les Français, en termes de changement d'état d'esprit et de dynamique. Parce qu'on est quand même dans un pays qui adore la loi et qui part du principe que tout ce qui est partenarial et tout ce qui est de la soft law, ça n'existe pas. Je veux dire, médiatiquement, politiquement, dès qu'on dit on compte sur la coopération des acteurs, vous allez vous faire avoir, de toute façon, vous mettre des obligations dans la loi et des sanctions par la justice, sinon les gens ils ne bougeront pas. Alors que là, c'est précisément essentiel. Exactement. Alors que là, si on veut le faire, on est obligé d'être partenarial et de faire confiance dans un premier temps. Et donc, pour l'administration, pour les fonctionnaires, pour l'État, pour le politique et pour l'écosystème, je pense que c'est assez violent, mais que c'est indispensable parce qu'on le voit, c'est-à-dire on n'imposera pas cette transition, on n'imposera pas ces nouveaux modèles en les écrivant dans la loi. D'abord, on ne saurait pas l'écrire dans la loi. Je peux peut-être une dernière question ? Oui ? Peut-être juste en conclusion, pour ouvrir un peu le sujet, on aimerait savoir finalement c'est quoi les grands chantiers du secrétariat d'État pour les prochains mois. Alors, de manière générale, ça nous intéresse, et puis plus spécifiquement sur les enjeux de transition sociale et environnementale, qui est quand même le cœur du sujet aujourd'hui. Dans les grands enjeux, d'abord, j'ai beaucoup tenu à changer de titre, c'est-à-dire de passer de secrétaire d'État au numérique à secrétaire d'État à la transition numérique. Parce que je pense que le fond du sujet, c'est vraiment cette question de transition. C'est plus d'avoir des innovateurs, des types qui sont des pionniers, mais c'est de réussir à prendre l'État profond, pour reprendre cet exemple-là, ou la société profonde, et à réussir cette transition. Donc, pour moi, il y a 3 éléments qui sont absolument indispensables. D'abord, il faut continuer à avoir des pionniers qui innovent, qui réussissent à créer des entreprises, à créer de la valeur économique, à créer de la valeur sociale, à créer de la valeur environnementale. C'est indispensable. Donc ça, on va continuer à investir dans les startups, etc. Premier élément. Deuxième élément, et je pense que sociétalement et politiquement, c'est encore plus important. D'abord, et je l'ai dit tout à l'heure, et pour moi, c'est une priorité absolue. Il y a 1 Français sur 6 qui n'utilise jamais un ordinateur. Il y a 1 Français sur 3 qui manque de compétences de base en informatique. Et donc, tout ce qu'on raconte sur l'innovation, y compris sur l'innovation sociale, sur le partenariat, sur la technologie qui peut aider à résoudre les problèmes, c'est du chinois pour une bonne partie de nos concitoyens. Il faut voir d'ailleurs les verbatims des comptes rendus physiques du grand débat. Il y a eu 16 000 ou 18 000 comptes rendus physiques. Il n'y en a pas un seul qui ne pose pas le numérique comme le vecteur et le syndrome d'un abandon. Et donc, la question de l'inclusion numérique et la question de la lutte contre la fracture numérique, pour moi, elle est essentielle. C'est pour ça que dans le plan de relance, je me suis beaucoup battu pour qu'on ait 250 millions d'euros pour faire en sorte de former des gens qui vont former des gens au numérique. Et qu'on ait plusieurs milliers de médiateurs numériques qui aillent partout sur le territoire. Parce que sinon, parler d'innovation, c'est juste augmenter la colère des gens. Il n'y a aucun pays qui a réussi sa transition numérique qui n'a pas, à un moment, pris le temps de former ses citoyens. C'est-à-dire, on doit apprendre aux gens à pêcher, parce que vous ne comprenez pas de quoi on parle si vous ne savez pas créer une adresse email ou faire un WhatsApp avec vos petits-enfants. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une question de grammaire plus qu'une question d'outils. C'est-à-dire quand vous commencez à apprendre aux gens à créer une adresse email, à s'actualiser sur Pôle emploi, les questions qui viennent derrière, c'est les questions des données, c'est les questions des fake news, c'est la question de la parentalité à l'ère du numérique. Et donc le fond du sujet qu'on a, c'est qu'on a une part de la population qui ne comprend plus rien à la grammaire de notre monde. Et donc, si on n'est pas capable de faire en sorte de mettre les gens à niveau, et c'est de l'humain, c'est-à-dire c'est des gens qui vont les aider, parce que ça ne va pas se faire en MOOC, on va continuer à avoir de la colère, on va continuer à avoir le Brexit, on va continuer à avoir les gilets jaunes. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et le dernier élément qui est très important pour moi, c'est à la fois dans son organisation et dans sa politique publique, c'est la transition numérique de l'État, qui est un combat, qui est un combat d'ailleurs tout autant pour les grandes entreprises et la société que pour l'État, mais c'est un combat de longue haleine, mais qu'il faut réussir parce qu'on ne vendra pas
aux Français ni aux Européens un avenir qui n'est fait que de start-upers en jean et en Stan Smith. Sinon, à la fin, ça ne tiendra pas. Donc, il faut des start-upers en jean et en Stan Smith. Il faut plus qu'il y ait de start-upeuses qu'aujourd'hui. Mais par ailleurs, voilà, on doit réussir cette transition. Et c'est ça qui est le plus difficile. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans des grands groupes, moi qui suis passé par un grand groupe, c'est aussi compliqué dans un grand groupe. Mais c'est ça qui est... Parce que c'est laborieux, parce qu'il n'y a pas de charge de cavalerie légère, quoi. C'est un combat dans la tranchée, où on gagne pied à pied. Et je pense que c'est ça qui est vraiment le fond de ce qu'on doit réussir. Faute de quoi, on va avoir cette fracture sociale et cette fracture démocratique qui continuera à s'agrandir. Cédrico, merci. Merci beaucoup. Merci à la fois pour aujourd'hui. Et merci aussi en fait, de nous avoir fait confiance et d'avoir rejoint le programme, de nous avoir accompagnés et soutenus au tout début, avant même qu'on avait le début du premier cas de l'étude. Je voulais le préciser parce que c'est souvent rare d'avoir des personnalités politiques qui s'engagent avant que les choses existent. Parce que quand on a commencé ensemble, ça n'existait pas. Non, mais je pense qu'on a besoin de faire se parler des réalités qui ne se parlent pas. Et donc, à la fois ceux qui s'engagent, ceux qui travaillent sur les nouveaux modèles, les startups, les grands groupes, les PME, les ETI, et qu'on meurt du fait que chacun est un peu dans son coin, avec ses problèmes, ses solutions. Et on a besoin que les gens se parlent plus parce que je pense que c'est la seule manière de réussir à cette transition numérique.